Donc, je vais présenter notre causerie sur l'évolution de la dynamique du commerce et de la chaîne de valeur. J'aimerais remercier le parrain de cette séance. C'est produits alimentaires de santé et de consommation. Je vous présente l'animateur, c'est Michael Gredin, qui est président, PDG de HFCP. Michael. C'est bien de vous voir tous. Je reflète les commentaires des autres. Aujourd'hui, c'est extraordinaire d'être de retour en public. Je n'ai pas mangé un si bon lunch depuis longtemps. C'était une belle expérience. Nous sommes là pour parler de l'évolution de la chaîne d'approvisionnement, les dynamiques en évolution. Les chaînes d'approvisionnement, c'est un terme qui revient souvent. C'est une grande priorité dans nos discussions depuis quelque temps. Et compte tenu de la dynamique de la chaîne de valeur, les changements, que ce soit des questions concernant le monde du travail systémique, les aspects inflationnistes de la ferme jusqu'aux étagères, les aspects concernant le climat, l'impact est grand, ce qui se passe en Colombie-Britannique avec la grande chaleur l'été, mais les pluies et les inondations, l'automne, l'impact sur les agriculteurs en Colombie-Britannique et l'impact sur les infrastructures de distribution, les voies ferroviaires, les autoroutes qui sont détruites, l'incapacité d'exporter les choses en dehors de la Colombie-Britannique ou amener les choses. En ce moment, les problèmes soulevés par l'invasion de la Russie en Ukraine et les défis que ça pose, ça peut avoir un impact encore plus grand sur une chaîne de valeur déjà fragilisée aujourd'hui. Avec nous, il y a 3 experts qui vont parler un peu de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne le travail, le déplacement des biens et l'impact climatique. Aujourd'hui, à ma gauche, Jennifer Griffith, de compétences et transformation alimentaire pendant plus de 20 ans comme directrice exécutive transformation des aliments Canada. Elle a travaillé à développer l'Institut des transformateurs Canada, la Bibliothèque des compétences nourriture et Food Served. Et elle a appuyé les initiatives de formation. Ensuite, il y a Randy White, président de Cisco Canada. Depuis 2012, Randy il est président de Cisco Canada. Il a commencé sa carrière à Vancouver il y a plus de 40 ans. C'est un Canadien fier qui vit les changements du marché et l'expérience des consommateurs en profite par voie virtuelle de l'université Princeton. C'est Tim Searchinger, le chercheur principal, le directeur de l'école Simston et le directeur technique des programmes alimentaires à la World Resource Institute. Aujourd'hui, il travaille sur les questions d'écologie, d'économie, afin de voir comment nourrir une population grandissante du monde tout en réduisant les émissions de gaz d'effet de serre suite à l'agriculture. Donc, nous allons vous donner une période de questions plus tard, mais on commence avec une question générale à chaque panéliste. Ma question, lorsque vous envisagez 2030, quel est le défi urgent qui a un impact de perturbation majeure sur l'agriculture canadienne et les chaînes de valeur? Et à quoi ressemble cette perturbation? Jennifer, merci. Michael, merci de m'avoir invité. C'est bien de voir tout le monde face à face. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler, donc je remercie la FCA, Scott et l'équipe. Ce sont des questions importantes que vous avez préparées pour nous. Je dirais que
Quant à moi, c'est l'immigration, la diversité et l'inclusion. Ça aura un impact majeur. C'est déjà le cas, mais au-delà de 2030, nous savons que la source principale de nos travailleurs va se faire par la voie de l'immigration. Et il y a des choses qu'il faut souligner. Il faut avoir des discussions complexes entourant l'intégration de tout ça. Parce que les systèmes de transport sont significatifs pour déplacer les gens. Est-ce que nous avons assez de logements? Est-ce que les milieux de travail sont bien préparés pour faire face à cette diversité? Les services d'intégration, les carences au niveau des compétences, les barrières linguistiques, et comment accueillir toutes ces personnes qui vont rentrer dans le milieu de travail. Et au niveau de la supervision, de la gestion, il faut songer aux mesures d'ajustement, d'inclusion dans tous les aspects de la chaîne de valeur. Ça va toucher la transformation, les services d'alimentation. Il y aura un impact au niveau communautaire. Les écoles sont différentes, l'éducation est différente, la manière d'enseigner change, le paysage change rapidement. Les centres urbains sont évidemment plus équipés pour cela, mais les zones rurales, où la plupart de nos entreprises le trouvent, je ne suis pas sûr que ces collectivités soient aussi prêtes. Randy, est-ce que le micro est bon? Bonjour, c'est bien d'être parmi vous. Comme Jennifer, c'est un honneur d'être ici devant vous. Je représente un peu l'extérieur. C'est l'industrie de la restauration, d'hospitalité. À Cisco, nous sommes très reconnaissants pour toute votre industrie à cause de ce que vous avez fait. Vous avez été durement frappés, nous aussi. Mes restaurateurs ont été frappés durement. J'étais hier soir dans un restaurant à Ottawa. Nous étions 2 dans tout le restaurant. Et les restaurateurs ont hâte de remettre le tout en route. Donc, il faut visiter les restaurants. Ils ont besoin de votre aide. C'est un sujet très intéressant. Je vais revenir sur le commentaire sur l'immigration. J'ai 6500 travailleurs dans presque toutes les villes, même les sites secondaires, et tous les sites veulent ajouter les gens. En ce moment, il me manque 950 personnes. Les salaires sont très intéressants. La ministre était là il n'y a pas longtemps. J'allais poser la question, j'ai l'occasion de dire des choses autrement, mais je peux vous dire que le gouvernement fédéral, la plupart des gouvernements provinciaux ne sont pas prêts à nous appuyer maintenant. Ils veulent comprendre la nature de cette demande. Et je peux vous dire que c'est très risqué. Suite à cette pandémie, on va être en mauvaise posture dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a des pressions énormes. Il faut du soutien, des décisions rapidement. Je crois que nos gouvernements vont comprendre. La lumière va jaillir, mais tout le monde doit comprendre que c'est un sujet très important. L'industrie de la restauration a connu 40 à 45 personnes de départ pendant la pandémie. Ils ne vont pas revenir. Ils ont décidé d'aller dans un autre sens. Vous pouvez vous demander pourquoi et tout ça. Ça n'aide pas l'industrie de la restauration. Nous avons besoin de gens. C'est très important. Donc, c'est ce que je lance comme sujet. En plus, sur les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, c'est ce problème concernant les gens aux États-Unis, en Europe. Ce que vous utilisez, que vous soyez en agriculture, dans la distribution, les entrepôts, les logistiques, on ne peut pas obtenir des camions remorques. On ne peut pas investir dans les technologies écologiques parce que les organisations n'existent pas pour le faire. Pour ce faire, il nous faut du soutien en amont. Nous avons besoin de personnes, du financement
Nous devons faire beaucoup de travail au Canada. Nous avons de belles idées, mais parfois, nous oublions la connectivité dans toute la chaîne de valeur. C'était bien d'entendre certaines discussions sur la manière dont la FCA, vous tous, vous avez parlé d'un contexte climatique plus durable. Je suis encouragé par certains commentaires que j'ai entendus. Je ne sais pas pendant combien de temps vous parlez de ça, mais ça nous intéresse à l'échelle mondiale. Nous avons plus de 100 000 véhicules de distribution à diesel. Et quand on voit ça, on se dit, mais c'est dégoûtant. Comment vous pouvez détruire la Terre comme ça? Or, c'est la seule manière de déplacer les produits. Cisco, c'est avec S passé. Ce matin, nous avons annoncé un partenariat aux États-Unis avec deux producteurs majeurs pour créer le premier équipement de transport frigorifique qui n'est pas axé sur les combustibles fossiles. Ça peut se faire dans les 12 à 24 prochains mois. Ça va se faire. Nous avons des organisations qui construisent des camions aujourd'hui, des camions écologiques. Mais ce changement va mettre beaucoup de pression sur tout le monde. Nous nous préoccupons de notre planète, comme vous tous, comme tout le monde. Je crois que c'est le moment de mieux cerner tout ce dossier. Mais cette transition, cette transformation revient à la question du travail. Il nous faut des gens sur les sites de production, dans les ateliers, pour aider à prendre ces décisions, de concevoir, faire des essais pour aller de l'avant. Ce sont des sujets majeurs. Nous savons qu'il y a un impact sur la chaîne de valeur. Merci, Randy. J'aimerais m'assurer que vous puissiez m'entendre. Ça va, bon. Je pense qu'on m'a demandé de voir quelles sont les opportunités pour faire face au changement climatique, le lien avec les gaz à effet de serre, mais je pense qu'il y a un lien avec votre question, parce que tous les pays subissent une pression pour réduire les gaz à effet de serre et dans le secteur agricole. Quelques réflexions sur la manière de procéder et les priorités. Le concept général, je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir plus d'accès aux ressources naturelles, donc plus de rendement par hectare, par plus d'efficience dans le choix ce que l'on donne à manger aux animaux pour améliorer ou réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut évidemment investir dans la technologie. C'est limité ce que nous pouvons faire avec la technologie actuellement. Donc, il y a de très bonnes idées, mais je vais vous donner un exemple intéressant. Je sais que vous voulez éviter ou réduire les émissions d'oxyde d'azote. Et ça veut dire donc une meilleure utilisation de l'azote, mais et aussi en réduisant un peu l'utilisation, la teneur d'azote de l'engrais. Et il y a aussi des procédés pour éviter la transformation chimique de l'ammoniac en oxyde d'azote à l'intérieur du sol. Et si on peut ralentir cette réaction, à ce moment-là, ça peut permettre de réduire la production d'oxyde d'azote. Ça, c'est une des nombreuses technologies qui doivent être approfondies davantage et distribuées. Donc, brièvement, de notre côté, nous pensons qu'on sous-estime les possibilités de séquestration du carbone. L'un des grands problèmes, c'est
la différence entre la séquestration du carbone dans l'ensemble du paysage. Par exemple, si on fait l'épandage de fumier sur un terrain, on peut séquestrer davantage de carbone. Mais pour cela, il faut couvrir toutes les surfaces. Parce que sinon, les gains s'effacent. Mais il y a de bons exemples aussi d'applications efficientes de technologie. La dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a aussi un facteur important dans tous les systèmes agricoles à évoluer, c'est de savoir si l'utilisation efficiente des terres peut être améliorée. Nous sommes en train d'abattre ou de déforester pour beaucoup de territoires à la grandeur de la planète pour produire davantage de récoltes. Et nous devons réduire la demande dans la mesure du possible et produire les choses, améliorer l'efficience de la production. Mais nous ne tenons pas toujours compte de la valeur de pouvoir augmenter la production sans augmenter la superficie des terres exploitées. Alors, dans les Pays-Bas, on a réduit de 30 l'élevage du bétail à cause des préoccupations en rapport avec les gaz à effet de serre. Mais c'est un producteur à haut rendement de baies. Et donc, les Pays-Bas vont peut-être limiter ou atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre, mais dans l'ensemble, à l'échelle de la planète, il y aura augmentation. Mais le corollaire de tout ça, c'est qu'il est important d'apprécier le fait d'éviter d'augmenter la demande. Et le corollaire de cela, l'une des choses qui pourrait changer la chaîne d'approvisionnement, c'est l'utilisation croissante des biocarburants, et en particulier le biodiesel. Le biodiesel est l'un des carburants qui est utilisé dans l'aviation, mais il faut aussi des terres pour produire ces biocarburants, et si cela veut dire la conversion de terres supplémentaires, il y aura un impact négatif sur notre bilan. Mais si même la moitié des carburants pour l'industrie de l'aviation était vouée aux biocarburants, il faudrait tripler la production de cultures destinées à la production de biocarburants. Donc, il est important de voir quelle est l'efficience, et ça veut dire que des pays comme le Canada, qui sont efficients parce que l'agriculture est encouragée, mais nous jouissons du fait que nous n'avons pas une demande débridée. Alors voilà, c'était un résumé des facteurs qui interviennent dans la donne actuellement. Jennifer, je vais vous donner la parole en premier. Et bon, à mesure qu'on voit la situation de la main-d'œuvre évoluer pour les producteurs agricoles canadiens, dans quelle mesure est-ce lié à la pandémie et quelle est la signification pour le Canada? D'accord, je vais vous parler du point de vue des agriculteurs, évidemment, mais on ne peut pas blâmer ça sur la situation de la COVID. Oui, c'est sûr que les problèmes de main-d'œuvre que nous avons ont été exacerbés, mais n'ont pas été causés. Donc, la pandémie nous a fait prendre conscience des changements que nous devons faire. Et
Et la main-d'œuvre, d'abord, le milieu de travail agricole est un milieu rigoureux. Et il fait chaud, il fait froid, et ça peut être n'importe quoi entre les deux. Et donc, la perception pour la main-d'œuvre, c'est que le travail agricole est un travail exigeant et 3 Canadiens sur 10 seulement envisageraient de travailler dans notre industrie. Mais il y a seulement 3 personnes sur 10 qui voudraient travailler dans le domaine agricole et au Québec, 1 personne sur 10 qui envisagerait de travailler dans l'industrie agricole. Alors tout de suite en partant, la perception et le degré de sensibilisation de la population est contre nous. Et le travail que nous proposons est plus difficile et paie moins. Beaucoup de nos travailleurs, beaucoup de nos employeurs veulent changer cette situation et faire grimper le seuil de rémunération. Mais nous devons améliorer la situation davantage parce qu'actuellement, les employés ont plus de possibilités, ont plus de choix que les employeurs. Et les employés que nous avions gravitent maintenant vers d'autres secteurs après la COVID. Donc, il y a beaucoup plus de choix et des emplois mieux rémunérés. Et donc, il faut absolument que nous apportions des changements à notre offre au niveau de la surveillance, au niveau de la gestion. Donc, il y a aussi la question du mieux-être, parce que beaucoup de nos superviseurs sont devenus superviseurs sans comprendre la dynamique de la gestion d'une équipe et l'importance des interactions humaines. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond qui doit être fait pour que nous puissions apporter des solutions à notre crise de ressources humaines et que nous puissions garder les gens, nos gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés et qui sont entrés dans nos portes, mais nous n'avons pas réussi à les retenir. Et donc, le taux de roulement est élevé. Et ça varie d'une région à l'autre, mais je pense que nos amis de la Commission canadienne du grain nous ont dit qu'il y a un taux d'inoccupation de 33 %. Et c'est de 14 % dans l'ensemble du pays. Et dans certaines régions, ça varie. Et ça va jusqu'à 20 % donc de postes vacants. Comment allons-nous nous attaquer à ces problèmes monumentaux? Il faudra des partenariats et de la collaboration. Nous devons travailler ensemble pour apporter les changements qui vont nous permettre d'améliorer notre situation de ressources humaines. Alors, c'est une situation critique, mais qui prédate le début de la pandémie. Oui, allez-y. Oui, c'est vrai que c'est une crise. Et si on remonte 20 ans ou même 10 ans dans le passé, on commençait déjà à réfléchir à ces problèmes parce qu'il y avait des pénuries dans d'autres parties du Canada, surtout en Alberta, où il y avait une pénurie profonde, parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont allés dans le nord de l'Alberta pour travailler dans les champs de pétrole. Mais nous n'avons pas formé les gens qui pourraient prendre la relève. Et il y a beaucoup d'industries qui dépendent de la main-d'œuvre. Et nous n'avons pas emboîté le pas. Nous devons donc... le pays est bâti sur la main-d'œuvre et je ne comprends pas pourquoi, en tant qu'employeur, de comprendre pourquoi nous avons tardé à comprendre ce qu'il fallait changer pour pouvoir attirer et retenir notre main-d'œuvre. Donc, nous devons parler de ces problèmes parce qu'il nous faut les nombres, les chiffres. Alors, je vais m'arrêter là.
Mais je vais certainement continuer à agiter le drapeau jusqu'à ce qu'on voit. Et à la sortie de la pandémie, nous avons moins d'employés qu'auparavant. Nous avons dû tout dépenser pendant la pandémie et nous sommes donc dans une situation difficile. Évidemment, on pourra en parler toute la journée, c'est un sujet très riche. On m'a aussi demandé de commenter sur la numérisation de la chaîne d'approvisionnement. Et en fait, c'est un sujet positif parce que où nous étions il y a 2 ans par rapport à où nous sommes maintenant, si vous pensez à tout ce qui se passait, les avances technologiques il y a 2 ans, la discussion sur la technologie verte et l'écologisation, tout est arrivé au point mort, est tombé au point mort. Et maintenant, il y a de nouveaux intrants dans la chaîne d'approvisionnement. Mais en fait, la pénurie de main-d'œuvre a une influence énorme sur notre situation. Donc, comment allons-nous faire pour tenir tête à la demande? Et si vous regardez Amazon, vous avez tous fait des achats en ligne. Je ne peux pas m'imaginer quelqu'un qui ne l'a pas fait. Pardon. Mais l'industrie du détail a complètement changé de façon irrévocable. Et même si vous n'êtes pas à l'aise, je peux vous assurer que la majorité des Canadiens sont à l'aise avec l'idée de magasiner en ligne. Et même si vous n'êtes pas à l'aise, vous l'êtes plus que vous ne l'étiez il y a 2 ans. Et alors, quand nous consolidons les données sur la demande, et nous demandons aussi à d'autres groupes industriels de consolider des données pour que nous puissions comprendre ce que nous devons faire pour que la chaîne d'approvisionnement puisse réagir à temps et tout en évitant d'emmagasiner des surplus d'inventaire. Et donc, il est important que l'on ait le signal à temps pour savoir comment répondre à la demande, gérer l'offre et la chaîne d'approvisionnement. Parce que c'est évident que nous voulons collaborer en tant qu'entreprise pour que la demande et l'offre convergent. Et évidemment, avec les problèmes de main-d'œuvre, comment automatiser certains éléments de la chaîne d'approvisionnement? Alors, Elon Musk, évidemment, qui a bâti la première industrie de du véhicule électrique, mais évidemment, sa passion pour les voitures sans conducteur nous terrorise. Mais pourtant, ça s'en vient. Mais justement, nous avons une pénurie de camionneurs. Et ça, c'est à l'échelle du monde entier. C'est un problème extrême aux États-Unis. C'est un problème sérieux au Canada et en Grande-Bretagne. Et dans l'ensemble du Royaume-Uni, c'est une catastrophe. Alors, c'est intéressant de voir comment il y a de moins en moins de nouveaux arrivants dans l'industrie du camionnage. Mais la technologie de conduite de camions sans conducteur, la conduite automatisée, fait des progrès. Et je pense que nous aurons d'ici quelques années des livraisons sans conducteur. Ça commencera par des fourgonnettes. Et je pense que il sera possible d'avoir un camion de livraison qui s'arrête devant votre entreprise ou votre domicile et pour aller cueillir le colis qui vous est destiné. Alors, c'est important et comme ça, nous pourrons assurer le transport des biens et produits pour les consommateurs. Et Amazon est un autre exemple de la gestion de l'offre. Quand vous achetiez quelque chose dans le passé, vous alliez chez votre détaillant préféré ou votre épicerie, vous choisissiez ce que vous vouliez, passer à la caisse et payer. Mais la réalité est que
avec les commandes en ligne, ces commerces au détail vont réduire. Il y en aura de moins en moins. Bon, il y aura peut-être une chaîne qui continuera et qui restera. Et donc, la chaîne d'approvisionnement va se restructurer en conséquence. Et il y aura des jalons intermédiaires qui vont sauter. Et cela va permettre de réaliser des efficiences. Et c'est ce que Amazon, si vous commandez 3 choses chez Amazon, il y a une seule livraison qui vous est faite si vous commandez 3 articles. Et c'est fait justement par un système qui consolide les commandes, même si elles proviennent d'endroits différents. Et comment utiliser la numérisation et l'innovation pour encourager l'écologisation de nos activités? C'est évident que c'est incontournable. L'innovation est la seule solution et nous devons innover rapidement parce que nous avons déjà du retard à l'échelle planétaire et nous voulons tous faire la bonne chose. Et donc, c'est important que nous fassions des investissements massifs. Et c'est sûr que ça changera la chaîne d'approvisionnement, mais en même temps, ce sont des défis vraiment intéressants. Merci, Randy. Je pense que c'est une excellente transition parce qu'on continue d'insister sur la lutte contre le changement climatique et la réduction à zéro des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration du carbone. Alors, quels sont les changements que vous envisagez dans la chaîne d'approvisionnement et quels sont ceux qui seront les plus difficiles dans le cadre des pratiques agricoles nord-américaines? Ça vaut la peine de parler du bétail. Nous savons que c'est une source primordiale de gaz à effet de serre. 50% des émissions de gaz à effet de serre viennent des ruminants dans le domaine agricole. Et ça comprend le méthane, les oxydes d'azote, de l'urine, un peu aussi la gestion du fumier. Et cela inclut quoi qu'il y en a. Et c'est aussi l'usage principal des terres. Et comme on sait, les terres ont beaucoup de valeur. À l'échelle locale, il y aura une hausse de la demande pour le bétail et pour le bœuf en particulier. Mais c'est important que l'on réfrène un peu la consommation de viande. Mais qu'en est-il de la production? Est-ce que ça veut dire, par exemple, que les producteurs de bétail devraient arrêter leur production ou la freiner? Non. Le Canada est un producteur très efficient de bœuf et donc il est normal que les producteurs continuent. Oui, mais comment réduire les gaz à effet de serre? Alors, il y a 2 choses que nous pouvons faire. Alors, on peut améliorer l'alimentation des vaches. Je crois qu'il y a encore des améliorations possibles parce que la production de méthane et l'utilisation du sol sont sont liés dans le coût et on peut réduire les productions de méthane des intestins des vaches et aussi du fumier. Et il y a des options intéressantes à ce titre. Il y a le Bovaer, qui n'a pas encore été approuvé au Canada. Et l'autre chose, ce serait l'utilisation des algues rouges, qui permettrait d'augmenter l'efficience du fourrage ou de la moulée. Mais il y a une chose très simple que nous pouvons faire aussi.
Il nous faudrait un programme d'une valeur d'une centaine de millions de dollars qui soit coordonné à l'échelle internationale pour mettre ces produits à l'épreuve pendant une période de 2 à 3 ans pour en déterminer l'efficience. Et une fois que les produits sont approuvés, qu'on peut attester de leur sécurité, on pourrait en répandre l'utilisation. C'est ce qu'il faudrait, donc 100 millions de dollars à l'échelle locale. Mais nous n'avons fait que des études très localisées. Et du côté de la gestion du fumier, on a beaucoup trop insisté sur les biogaz parce que ça coûte cher et toutes les techniques d'atténuation coûtent très cher. Mais au Danemark, la production de méthane est inférieure à celle de l'État de la Caroline du Nord. Donc, il y a des possibilités à long terme pour transformer le fumier en produit à valeur ajoutée. Et donc, il y a des solutions. Et il y a d'autres interventions qui peuvent... on peut ajouter des sulfates, par exemple, aussi pour... il y a aussi des façons très efficientes de séparer les solides. Mais encore une fois, c'est une question d'argent. Je pense que c'est là où il y a les principales possibilités. Parce que c'est évident que le bétail est une composante clé. Et donc, on a déjà parlé aussi de l'utilisation de l'azote. La dernière chose que j'ajouterais aussi, c'est que l'utilisation des terres à l'échelle mondiale est vraiment importante. Alors, si un pays produit plus de nourriture, en exporte davantage, de façon plus efficiente, ce n'est pas nécessaire d'abattre des forêts pour les transformer en terres agricoles. Mais en fait, mais on n'a pas de crédit pour ça. Et ça, c'est un problème. De l'autre côté, si vous prenez vos récoltes et que vous en faites du biocarburant au lieu de les utiliser pour nourrir la population. Donc, l'utilisation des terres et l'efficience de cette utilisation sont des considérations très importantes. Et c'est donc dans l'intérêt de l'industrie agricole, évidemment, d'y porter attention parce que vous êtes un exportateur, des producteurs efficients et vous vouliez que ce soit apprécié. Et donc, vous voulez que ce soit comptabilisé ou pris en compte, je devrais dire. D'accord, merci Tim. Nous allons ouvrir le micro au parquet. Vous avez parlé de la main-d'œuvre et vous avez parlé de situations catastrophiques. Si vous aviez formulé des recommandations à l'égard du gouvernement, comment pourrait-on donc améliorer l'immigration, mais non seulement les immigrants permanents, mais aussi les travailleurs saisonniers? Parce que ça, ce sont des solutions à court terme. Mais si nous ne trouvons pas de solution plus permanente, la chaîne d'approvisionnement va s'en ressentir encore davantage. Le coût des demandes est beaucoup trop cher. Il y a des frais de 1 000 $. Il faudrait les éliminer. Et nous avons maintenant... En fait, c'était surtout les éleveurs de bétail qui utilisaient le plus la main-d'œuvre migrante. Mais maintenant, on voit d'autres secteurs aussi qui veulent obtenir des travailleurs immigrants. Le président de notre conseil sur la côte ouest a besoin de 20 personnes, de la côte est, pardon. Alors, il a rempli des applications pour de la main-d'œuvre pour la main-d'œuvre du Canada. Et je sais qu'il y a beaucoup de groupes pression qui, justement, insistent auprès du gouvernement qu'il y a des changements d'apporter aux procédures, aux formalités et aux coûts. Mais, donc, ce n'est pas une solution à long terme, mais on voudrait au moins que les travailleurs
temporaires puissent venir avec leur famille et bâtir des communautés éventuellement. Et pour améliorer la subsistance au sein de nos collectivités. Randy? Oui, de ma propre expérience. Moi, j'ai commencé un dossier en septembre. Ça fait maintenant 6 mois que j'ai une trentaine de noms. J'ai embauché 30 personnes au Mexique qui ont travaillé pour moi il y a 7 ans dans le nord de l'Alberta et qui ont dû quitter quand le programme pour les travailleurs étrangers a été sabré. Et ces gens n'ont pas réussi à se trouver de l'emploi au Mexique et anticipaient avec hâte le plaisir de revenir au Canada. Je viens juste d'avoir l'approbation il y a 3 semaines par le gouvernement provincial. Et on nous dit que n'importe quel jour, nous aurons le feu vert du gouvernement fédéral. Je pense que c'est une question de ressources. Il faut qu'il y ait plus de gens qui s'occupent de ce dossier. Et il faut aussi... C'est évident qu'il faut vérifier d'où viennent ces gens. Et je comprends. Je ne demande pas de prendre des raccourcis ou de... mais ça fait 12 à 24 heures que 12 à 24 mois que nous avons mis nos nouveaux projets en veilleuse parce que nous manquons de main-d'œuvre. Alors, vous avez parlé de producteurs de viande. Mon premier partenaire sont mes producteurs à maraîchers et producteurs de bétail sont mes principaux clients. Et ça fait 3 ans qu'ils se tapent la tête contre le mur. Eux, ils attendent 3000 travailleurs. Ils espèrent obtenir 3000 travailleurs temporaires. Et on parle aux fonctionnaires provinciaux et fédéraux. Ils nous disent, ben oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça prend du temps. Mais je pense que nous devrions faire bien davantage pour soutenir la chaîne d'approvisionnement. Et on voit bien qu'est-ce qui se passe quand la chaîne d'approvisionnement se tire de l'aile. Et parce que je vois tous les jours à quel point nous sommes fragiles en tant que pays et ce que nous devons faire. Mais il faudra certainement que le gouvernement fédéral s'y mette. C'est une époque... moi, j'ai... mais nous avons 30 000 postes vacants. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Et c'est vraiment un défi. Question dans la salle? Oui. Je pense qu'il nous faut plus de gens pauvres à la table. Oui, je pense que parfois on oublie ça dans toute cette conversation. Vous devriez vous faire élire. C'est franchement merveilleux de voir quelqu'un de cet ordre ici aujourd'hui. Je vous remercie. Il n'y a pas une longue file pour poser des questions. Je me déplacerai au besoin, mais j'ai plusieurs questions. Alors moi, je vois des camions Cisco dans mon quartier rural au nord-ouest ici, à la frontière avec le Québec, en milieu rural. Donc, et quand on parle d'attirer de la rétention d'employés canadiens qui viennent des centres urbains, qui viennent en ruralité ou faire venir quelqu'un de très loin, les Canadiens sont nés partout au monde. Moi, c'est comme ça que je dis les choses. Ça prend plus longtemps à certains pour se rendre ici qu'à d'autres. Alors, comment bâtir ce sentiment de communauté? On a déjà peu de ressources, surtout au niveau des ressources sociales, le logement, les transports. Est-ce qu'il y a moyen pour vous, comme pilier de nos communautés, comme intervenant, est-ce que vous pouvez aider à préparer le terrain au niveau local, les structures sociales et vous-même pour pouvoir faire bouger les choses? On a l'intérêt et les racines sur la base, mais on n'a pas les structures organisationnelles. Quels seraient les modes qui pourraient aider? On n'a même pas par exemple, les services de la traduction, simplement les aspects culturels dans les épiceries. Alors, les grandes compagnies ont les avantages de pouvoir faire ça, aider à intégrer ces personnes. Mais pour les petits milieux ruraux, on a des endroits comme Oxford, en Nouvelle-Écosse, où on a fait venir 65
Ils ne savaient pas exactement, personne ne savait pas comment ça allait fonctionner dans la communauté pour les accueillir. Mais la communauté les a accueillis chaleureusement et les a soutenus. On a des outils, des manuels culturels, des outils pour intégrer ceux qui viennent, ceux pour lesquels l'anglais est une langue seconde. C'est un aspect important. Donc, on est à développer 10 cours dans 6 différentes langues pour aider à intégrer ces pratiques de salubrité des aliments, les normes culturelles, le milieu de travail canadien. Nous travaillons avec différentes agences, avec dans Emploi et Développement social pour produire ces ressources et ces outils. Mais en fait, c'est du développement économique d'abord et avant tout dans votre ville, dans votre région, dans votre zone. C'est ce que ça prend pour que tout tombe en place. Je peux dire, pour nous, Emploi et Développement social Canada nous aide à développer ces outils pour le développement de la main-d'œuvre, la diversité, l'inclusion, tous ces efforts. Et nous essayons de faire passer le mot, partager nos ressources et nos outils, mais il faut beaucoup, beaucoup de monde pour que ça se concrétise, tout ça. En tant qu'employeur, je dirais qu'une bonne entreprise va planifier ça d'avance et se demander qu'est-ce qu'il me faut sur le terrain pour accueillir ces personnes-là. Formation linguistique, toute ma supervision dans un emplacement au Canada, la première fois qu'on a fait venir des gens du Mexique et des Philippines, on les a tous immersés dans une formation linguistique, juste ne fût-ce qu'assez pour pouvoir au moins se débrouiller un petit peu à dire bonjour en espagnol et puis parler tagalog pour les Philippins. Mais il y a peut-être une combinaison de vérifier ce que ces compagnies qui sont approuvées, quelles sont-elles et offrir, bon, quand elles arrivent à un certain niveau d'approbation avec les différents services, parce que certains de ces services n'existent pas à l'heure actuelle. Tout dépend des pays d'où viennent ces travailleurs et du besoin des besoins de ceux qui viendront. Et la façon dont c'est mis en place, ça pourrait faire en sorte que les compagnies bâtissent un cadre avec des pratiques exemplaires. Moi, j'ai loué 95 condos à Edmonton à un moment donné. Ça n'a rien coûté pour les Néo-Canadiens. Je les ai logés là pendant l'espace d'un an. Et ensuite, on a appris qu'ils n'avaient pas l'habitude de cuisiner avec un four nord-américain. Alors, on a essayé de faire les choses différemment. On a appris chemin faisant. Je pense qu'on est un bon employeur qui s'adapte bien à ce qu'il faut faire pour le besoin. Je sais qu'avec notre taux de rétention, que les gens veulent rester. Alors, je n'ai pas la réponse juste à votre question, mais je pense que ça incombe à l'employeur. Et quand je dis l'employeur, c'est pour nous, les Canadiens, le gouvernement, les provinces, c'est ça fait partie de ce que ça coûte pour faire affaire. Certains ne seront pas d'accord avec moi, les plus petites entreprises ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est ce que ça prend. Et peut-être qu'au fur et à mesure que les collectivités prennent de l'expansion, les populations prennent de l'expansion, à ce moment-là, elles commencent à tenir d'elles-mêmes, s'appuyer entre elles et elles sont sur la voie. Tout comme nous l'étions, tout comme nos ancêtres l'étaient à un moment donné. Au cours des dernières centaines d'années. Tout tombe en place. Et puis, il faut parler de ça immédiatement si vous voyez des problématiques qui se développent. Et c'est ça, le Canada. Exprimez-le. Parlez-en dans les médias. Parlez-en. Lancez des défis au gouvernement et aux entreprises. Ne fermez pas la porte. Lancez ces défis. C'est le problème qu'il faut attaquer par la demande. Voilà ce qu'il nous faut faire. Il y a quelqu'un. Alors, une autre question rapidement. Beaucoup du personnel que nous avons en ce moment doivent faire bien trop de différents emplois. La résilience est déjà mise à rude épreuve. Comment gérez-vous cela? Est-ce que on risque d'avoir de plus en plus de ça? Est-ce que vous essayez de faire en sorte d'arrêter la saignée ou bien est-ce que vous reconnaissez tout simplement que c'est un processus qui est présent partout et on essaie tout simplement de rebâtir mieux, pas pour employer une expression politique là, mais peut-être qu'il y a un peu des deux étant donné les types d'entreprises que vous gérez. Oh, c'est une épée à double tranchant, vous savez. Il faut affronter les deux problématiques de front. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit l'un soit l'autre.
Alors oui, les compagnies vont embaucher, vont faire les entrevues, faire tout ce qu'on a toujours fait pour attirer des gens. Mais qu'en est-il de ceux qui sont déjà là? Il faut absolument leur offrir la sécurité. Il faut faire en sorte qu'ils aient l'opportunité d'avoir du développement continu, d'avoir du perfectionnement et être très souple. Il y avait un article dans le National Post vendredi dernier qui indiquait qu'est-ce que cherchent le plus les employés, c'est la flexibilité. Est-ce que nous offrons un milieu de travail flexible? Je sais qu'il faut que la ligne tourne à certaines heures données, mais est-ce qu'il y a moyen de faire preuve de plus de flexibilité? Est-ce qu'on peut continuer à appuyer ces travailleurs que nous avons à l'heure actuelle pour leur permettre à eux de se perfectionner, obtenir les promotions et devenir mentors pour ceux qui suivront? Il faut prendre le temps de fournir ces outils, ces services, parce que c'est ce que cherchent les travailleurs. Alors, il faut beaucoup de soutien. Nous faisons cela à l'heure actuelle avec un projet pilote dans la côte Est où nous faisons une formation sur l'intelligence émotionnelle pour les superviseurs, pour les travailleurs de première ligne. Et on a plusieurs de nos superviseurs qui sont inscrits. On voit les changements sur le plancher du travail. On voit que les communications s'améliorent. Les superviseurs comprennent pourquoi est-ce que c'est important d'être heureux, d'être l'écoute active, l'empathie, mais ils l'essayent, ils le voient sur le plancher du travail, ils ne rejettent plus ça d'emblée. Mais ça s'apprend, ça c'est un soutien du gouvernement pour fournir à ces compagnies ces ressources, ces outils. Mais c'est beaucoup de travail direct, de soutien direct avec chacune de ces compagnies. Oui. Bonjour, je suis Reid Meyer et je suis du Conseil de l'agriculture de la Colombie-Britannique, président des jeunes agriculteurs. J'ai beaucoup apprécié cette conversation et vous parlez de la chaîne d'approvisionnement, pénurie de main-d'œuvre et le fait que certains quittent votre secteur. Et c'est quelque chose qu'on voit récemment. Moi, j'ai pris beaucoup de notes sur vos interventions. Je vais aller droit au but. À toute fin pratique, dans le secteur laitier, même les plus jeunes générations, tous ont été touchés par ces réalités. Moi, je vais à mon restaurant local et la plupart des serveurs sont des ados de 15 à 17 ans. Je les applaudis, je les encourage. Moi, j'ai une fille de 17 ans, malgré mon jeune âge. C'est fou. Mais elle travaille pour moi, elle fait toutes sortes d'autres choses en plus et c'est ce qu'on voit de plus en plus dans cette génération. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a eu de la chance. En agriculture, on a maintenant jusqu'à 5 jours de congés payés. Bon, c'est encourageant. Comme vous l'avez dit, les investissements, les entreprises, les propriétaires doivent être prêts à investir. Si nous sommes prêts à demander à des travailleurs étrangers de venir dans nos entreprises à moindre coût, on devrait au moins couvrir les coûts pour ces choses comme le logement, la formation. Et Jennifer l'a dit, il faut être leader, apprendre à écouter les employés, les former. Oui, c'est leur tenir la main. En grande partie, j'ai appris moi-même 2 ans avec des travailleurs étrangers. C'est pas si simple que ça. Ils n'arrivent pas. Ça y est, c'est tout prêt. À chaque mois, à chaque 3 mois, j'ai une évaluation avec eux, je les rencontre un à un pour voir exactement comment ça va, de quoi avez-vous besoin de telle ou telle chose dans votre logement, de quoi avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs, qu'est-ce que je peux moi vous fournir. Tim, j'écoutais quand vous parliez de l'accessibilité de gaz naturel propane, ces choses, nous cherchons différents systèmes de carburant. L'agriculture à 99%, c'est du diesel. On l'a vu cette année que les coûts des carburants augmentent. Alors, on essaie de trouver des solutions pour avoir recours à du gaz naturel pour subventionner ces systèmes de chauffage, rafraîchissement, et même est-ce qu'il y a moyen de modifier les camions pour les livraisons, puis peut-être travailler avec Colombie-Britannique, générer de l'électricité à remettre dans le système. D'autres solutions, les transports et l'accessibilité pour ces travailleurs étrangers. Si nous sommes en région rurale, où est-ce qu'ils vont être logés? Comment les amener à bon port?
C'est drôle que vous ayez mentionné ça, Randy, au sujet des condos et des travailleurs étrangers. J'ai un ami pas loin de chez moi, ils avaient bâti un hôtel pour leurs travailleurs et il y a quelqu'un qui a acheté un four au propane. Ils ont mis le feu à tout l'hôtel. C'est malheureux, mais on n'avait pas vérifié. En tant que société au Canada, on a une chance inouïe. On a l'habitude de se servir de ces électroménagers, de montrer à quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui vient d'un autre pays où on n'a pas ces habitudes-là. J'ai beaucoup aimé votre intervention. J'ai beaucoup apprécié ça. Merci. Merci à vous. On en arrive à la fin maintenant et je vais demander à nos panélistes de bien vouloir nous fournir des propos de conclusion. Et dans vos conclusions, je vous demanderai de conclure avec un message qui est le message critique pour les agriculteurs et leurs partenaires en chaîne d'approvisionnement. Tim, tout d'abord. Oui, je pense avoir offert bien des bons conseils sur la chaîne d'approvisionnement. Alors, je vais céder la parole à mes collègues. Randy? Bon, alors, quelques dernières impressions. D'abord et avant tout, j'ai apprécié ces commentaires plus tôt. J'ai oublié votre nom, je m'en excuse. Mais c'est merveilleux de voir des jeunes agriculteurs ici et j'encourage beaucoup d'autres à emboîter le pas. Mais mes commentaires, je l'ai dit au départ, je suis très reconnaissant envers ces Canadiens qui produisent. Et là, je le dis précisément, je pense que c'est merveilleux qu'il y ait des guerres commerciales en ce moment parce que je crois que fait au Canada, ça va devenir toute une affaire. Avec les accords de libre-échange et avec tout ce qu'on voit qui se passe depuis 30-35 ans, beaucoup d'entreprises étaient enthousiasmées par ce qui réduisait les coûts des intrants, mais on a fini par céder énormément de notre production. Et là, je suis très heureux de voir que ça revient. On ne peut pas se passer de main-d'œuvre, ça je sais, mais fait au Canada, c'est important comme message. Et je vous encourage à être plus agile par rapport aux travailleurs étrangers, l'immigration, et faire plus chez nous et considérer ce que ça va signifier pour ce grand pays. Je pense qu'on va avoir affaire à une nouvelle époque de plus d'indépendance pour nous en tant que pays. L'impact sur les chaînes d'approvisionnement sera très significatif, mais aussi très bon. Et puis, deuxièmement, la volonté d'agir plus rapidement par rapport aux technologies qui aident à changer, améliorer le climat. Nous devons de faire plus d'expérimentation. On ne peut pas se permettre d'attendre de voir venir. Il nous faut agir. Et c'est aussi simple que ça. Alors, comment s'y prendre? Il faut avoir la volonté, l'agilité et il faut être convaincu qu'il nous faut agir. Je vais conclure là-dessus. Jennifer? Moi, je suis enthousiasmée par notre situation actuelle à cette époque-ci. Le changement est inévitable, mais le changement, ça part par nous. En fin de compte, où que nous nous situions, quel que soit le poste qu'on occupe, si on est au sein du gouvernement, un ministère, le bureau du ministre, qui sait, que pouvons-nous faire pour commencer à lancer ce mouvement du changement, changer les politiques? Que pouvons-nous faire du point de vue du développement des compétences? Quelles sont les ressources, les outils? Qu'est-ce qu'on peut faire pour démarrer les choses? Parler constamment, c'est une chose. On a toutes sortes de rencontres, on a des rapports en veux-tu, en voilà, mais qu'est-ce qu'il advient? Il faut que les bottines suivent les babines. Alors, il est temps de s'y mettre, travailler tous ensemble. Le changement, ça commence par nous. Les solutions, nous les avons. C'est toujours merveilleux de conclure sur une note encourageante avec des commentaires encourageants. Il y a de l'optimisme, le changement s'impose. Les outils que nous avions par le passé ne sont plus adaptés. Alors, louer des condos, bâtir des hôtels pour loger les travailleurs, voilà le genre de choses qui sont critiques. Randy, je pense que fait au Canada, c'est déjà chose faite. Nous avons une réputation hors pair au niveau mondial pour nos produits agricoles. Et c'est une belle opportunité de profiter de cette belle réputation, continuer à aller de l'avant. Je sais qu'avec l'industrie que moi je représente, ce qu'il nous faut faire, c'est avoir plus de fabrication dans ce pays. Nous avons perdu beaucoup de notre capacité manufacturière au cours de 20 ans. Il nous faut profiter de toutes ces richesses agricoles, transformer ces aliments pour les Canadiens, être plus autosuffisants. Il y a de belles opportunités pour ce pays
Et au fur et à mesure que nous examinons aussi le protectionnisme qui va en augmentant, surtout au sud de la frontière, plus nous serons autosuffisants dans ce pays, plus nous aurons la sécurité alimentaire qui est un aspect important. Je vous remercie profondément, Jennifer, Randy et Tim. Merci de nous avoir accordé de votre temps cet après-midi.